Bonjour à tous et toutes. Bienvenue au Méliès pour parler de Méliès. Je suis très content de vous voir parce que la salle est bien remplie en ce dimanche après-midi et que c'est une séance qu'on a pris beaucoup de plaisir à monter avec plein de partenaires différents et voilà, qui est un peu interactive. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, certains et certaines d'entre vous ont participé avant cette séance à une balade à travers Montreuil, une balade emmenée par Juliette Dubois, qui est dans la salle, ici là. Et voilà, c'est la créatrice des ciné-balades. Donc si ça vous intéresse, 2 fois par mois, elle organise des balades sur les pas de Méliès, à Montreuil, et d'autres balades dans d'autres coins de Paris et des environs, sur d'autres cinéastes, etc. Mais en tout cas, il y en a une spécifique à Méliès et qui vous emmènera un petit peu partout dans la ville, avec un passage un peu obligé par le cinéma dans lequel vous êtes. Donc voilà, merci Juliette d'avoir organisé une balade juste avant cette séance. C'était bien de pouvoir coupler les deux. Je sais que c'était pas très bien organisé dans le programme, c'est ma faute. Voilà, j'en suis désolé pour celles et ceux qui ont voulu s'inscrire notamment hier et qui n'ont pas pu faute de place puisque la balade était complète. Aujourd'hui, vous allez voir un film autour d'une des œuvres les plus connues de Georges Méliès, dont je ne vais pas vous dire grand-chose parce que je suis accompagné par Mélanie Toubou, qui est une vidéaste et qui a une chaîne qui s'appelle La Manie du cinéma, une chaîne sur YouTube, et c'est une fan absolue de Méliès et qui a réalisé un certain nombre de vidéos et accompagné des séances autour de ce Montreuillois fameux. Donc merci à toi de venir accompagner la séance. Il y aura plutôt une petite intervention de Mélanie après la projection du film, et on a la chance de l'accueillir parce que cette séance s'inscrit dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Lycéliades. C'est la première fois qu'on y participe. C'est en lien avec d'autres salles de cinéma, la bibliothèque de Montreuil, et la thématique cette année, c'était le besoin d'espace, la science-fiction. Donc c'est la 3e des projections qu'on a organisées, les dernières. On avait un rendez-vous hier soir avec Invasion de Los Angeles, et un rendez-vous la semaine d'avant avec un film d'horreur spatiale, aussi le samedi soir. Voilà, donc cet opus-là clôt l'aventure des Mycéliades, qu'on recommencera peut-être l'an prochain, mais donc c'est eux qui nous permettent de travailler avec Mélanie, on en est très contents. Et les dernières personnes qu'il faut que je cite, c'est celles qui vous permettent, avec ce ticket, d'aller voir, que je vais donner à la dame, puisqu'elle n'en a pas eu. Elle va me donner une invitation pour le musée Méliès. Non, j'assure. Voilà, je m'arrête là sur les partenaires. Et Mélanie, je te laisse dire un petit mot du voyage extraordinaire qu'on s'apprête à vivre en ta compagnie. Merci beaucoup, Victor. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Donc, comme Victor m'a présenté, je m'appelle Mélanie Toubou, je suis créatrice de la chaîne YouTube La Manie du cinéma. Et j'ai une grande histoire d'amour avec Méliès dont je vous parlerai donc, après la projection du film. Aujourd'hui, donc, vous allez voir un documentaire qui date de 2011 qui s'appelle Le voyage extraordinaire d'Éric Lange et Serge Bomberg, qui est en fait 2010-2011, c'est l'année où on a commencé en fait à retrouver ce grand film de Georges Méliès qui est Le voyage dans la lune, et c'est un super beau film qui est une grande lettre d'amour sur ce réalisateur, ce cinémagicien qui a fait qu'aujourd'hui on aime le cinéma comme il est. Et vous allez pouvoir aussi voir comment le film a été restauré, donc comment d'une copie qui était dans un état miteux, on est arrivé à avoir une très belle version. Et à la fin du documentaire, qui dure à peu près 1 heure, vous avez la version du voyage dans la lune qui va vous être présentée en version restaurée et en couleur. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne séance. En couleur. Et bien justement, vous allez voir dans le documentaire, ils vous expliquent comment ils ont fait. C'est complètement dingue. C'est vraiment un super docu. Je suis ravie s'il y a des gens qui le découvrent pour la première fois. Et donc, à l'issue de cette projection, vous aurez une demi-heure avec moi où je vais vraiment juste vous dire pourquoi j'adore Méliès et surtout comment lui, en tant que magicien, il s'est inspiré de son art et comment aujourd'hui il inspire encore les réalisateurs et les cinéastes pour faire rêver les gens. Voilà, donc merci beaucoup, très bonne séance et à dans 1h30 à peu près. Merci. Je pense qu'on va... il y a un partenaire
plutôt des partenaires que j'ai oublié de remercier en début de séance, c'est évidemment Rancaro Méliès, partenaire de cette projection. Donc merci à vous d'avoir accompagné le voyage extraordinaire de Méliès au Méliès. Mélanie, peut-être un petit mot de présentation, en attendant que je branche ça, si tu veux nous parler de ton travail et du lien avec le Méliès. Alors, je vais effectivement me représenter un petit peu plus en détail. Donc, Mélanie Toubeau, je suis créatrice de vidéos à l'origine sur YouTube, avec la chaîne La Manie du cinéma, et je réalise des vidéos. Vraiment, mon but, c'est de vous donner des films à voir. Voilà, c'est de rajouter des films à notre watchlist, et aussi parler d'histoire du cinéma, parce que je suis tombée dedans assez jeune. Je vais vous expliquer pourquoi pendant la conf. Et aussi, je suis ravie de faire la conférence au Méliès ici, qui a été, en plus on en parle depuis des mois, même vraiment au tout début de la création des Mycéliades, parce que c'est un cinéma ici qui compte beaucoup pour moi, déjà parce qu'il s'appelle le Méliès, et que nous sommes à Montreuil, qui est voilà, le fief de ce cinémagicien, et aussi parce que je suis actuellement en train de réaliser une série documentaire au Méliès, qui m'accueille justement dans la création de ce contenu, qui est une série documentaire sur l'accessibilité aux salles de cinéma pour les personnes en situation de handicap. Donc pour les spectateurs aveugles, malvoyants, les spectateurs sourds et malentendants, et ceux en situation de handicap moteur. Et le Méliès étant une salle très accessible, une des salles qui vraiment travaille le plus sur l'accessibilité, on le tourne ici. Donc merci encore Victor et le Méliès de m'accueillir pour ça. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler de Méliès. Déjà, vous avez eu un bel avant-propos avec ce documentaire. Est-ce que des gens avaient déjà vu le documentaire? À main levée, non? Personne? Ah, vraiment, vous découvrez un petit peu donc, le travail de Méliès. Donc, moi, pour vous parler de lui, je vais juste m'installer. Hop. Déjà, pour vous parler de Méliès, il faut que je vous parle de moi. Ça commence bien. Donc voilà, je vous ai dit, La Manie du cinéma. Je suis présente donc, sur YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, pour faire découvrir le cinéma aux plus jeunes. Et j'ai également sorti, il n'y a pas très longtemps, un très beau livre que vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies, qui est en fait basé sur un format de vidéo que je fais sur ma chaîne, qui s'appelle Talaref, où je prends un film très connu, un Star Wars, un Retour vers le futur, un Toy Story, et en fait tous ces films cachent des références à d'autres films dans leur histoire, et c'est voilà, vous donner un film pour vous donner envie d'en voir plein d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous voyez passer le livre, il est très sympa. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais quand même. Donc comment j'ai découvert Méliès? Vraiment cette histoire d'amour, elle a commencé quand j'étais en terminale, parce que j'étais en option cinéma au lycée à Cannes, et on devait en option cinéma en fait faire un dossier sur le sujet qu'on voulait en ciné. Et moi, je farfouillais un peu à droite, à gauche. Et il y a, en plus du cinéma, j'ai une autre grande passion qui est la magie. L'histoire de la magie, comment ça fonctionne. Et en fait, parmi ces recherches, je suis tombée un jour sur le nom de Georges Méliès. Et je suis tombée totalement amoureuse de ce réalisateur, par son histoire, par la personne qu'il était, et surtout en voyant Le Voyage dans la Lune pour la première fois. Je me souviens encore vraiment, j'avais les étoiles dans les yeux, alors que c'est un film qui date de 1902, et c'était vraiment formidable. Par la suite, j'ai pu assister à des projections des films de Méliès qui étaient bonimentés, donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à côté qui racontait l'histoire, il y avait un pianiste, souvent c'était en plus des gens de la famille Méliès qui faisaient ça, c'était passionnant. Et vraiment, j'ai eu la chance extraordinaire aussi de faire un stage à la Cinémathèque française, où j'ai pu en découvrir plus. J'ai pu toucher du bout du doigt à travers une vitre la caméra de Méliès. C'était un grand moment, et vraiment le moment où j'ai vraiment su que c'était tout ce qui comptait pour moi, c'est en 2021 où j'ai pu en fait réaliser un documentaire sur la restauration des films Méliès actuels. Donc vous avez pu voir avec le film de Eric Lange et Serge Bomberg comment on restaurait en 2011. Là je vous présente une vidéo qui se passe en 2021, et donc j'ai pu toucher un vrai négatif de Méliès, j'ai pu le tenir dans mes mains, j'ai pleuré, je ne vais pas vous mentir. La vidéo est sur YouTube, ça dure 34 minutes et c'est très sympa. Je dis encore pas une fois ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais oui. Voilà, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, donc c'est une conférence, je vais faire ça de manière vraiment très cadrée. Introduction, problématique, 3 parties, conclusion. Vraiment, on a été à l'école. Et
pour revenir en fait sur le fait que Georges Méliès est avant tout quelqu'un qui a inspiré le cinéma. Donc voilà, comment Georges Méliès s'est inspiré avant de devenir lui-même une source d'inspiration. Pour commencer, on va parler de Méliès le magicien. Donc, comme vous avez pu voir dans le documentaire, Méliès, son truc, c'était pas vraiment la chaussure, qui était l'entreprise familiale. Lui, il voulait faire de la magie. Il a été envoyé par son père donc, à Londres, où il a découvert là-bas un grand théâtre de magie qui s'appelait l'Egyptian Hall, qui se trouve à Piccadilly, et qui était tenu par Maskelyne et l'illusionniste David Devant. Il y passait tout le temps. Il essayait tout le temps de voir tous ces tours de magie, et un jour, il allait voir Maskelyne en lui disant « Apprenez-moi à faire de la magie ». Et sur ce, c'est un domaine qui est assez particulier quand même, la magie, on ne se passe pas trop les tours. Donc en échange, ce que Méliès a proposé, c'est de faire des décors. Parce que c'était un très grand artiste. Il a été caricaturiste, il était peintre, c'est vraiment, il avait cette âme créative. Et donc il a proposé à Maskelyne de faire les décors en échange d'apprendre la magie avec eux. En 1888, il revient à Paris et il achète le théâtre Robert Houdin avec ses parts de l'entreprise familiale. Robert Houdin, pareil, dans le docu, vous avez eu un peu des petites informations sur lui, mais c'est un peu celui qu'on appelle le père de la magie moderne. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est surtout que Houdini doit son nom. Voilà, tout simplement, c'était tellement un des plus grands magiciens de son époque qu'il a marqué les esprits, et il a marqué aussi évidemment le travail de Méliès. Donc dans son théâtre, Méliès, il faisait des spectacles de magie, il faisait aussi des projections de photographies peintes. C'était quelque chose qui était très à la mode au XXe siècle. Et puis un certain jour du 28 décembre 1895, un monsieur qui s'appelle Antoine Lumière, donc le père de Louis-Auguste Lumière, qui en fait louait un bureau dans le théâtre, au-dessus du théâtre Robert Houdin, vient le voir et au détour d'un escalier, et il lui dit Méliès, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer cet après-midi, venez au salon indien du Grand Café, je pense que vous serez étonnés. Et c'est ainsi que Méliès a fait partie en fait des 33 personnes qui ont assisté à la première séance publique et payante du cinématographe. On peut dire qu'il était là depuis le tout début. Évidemment, c'était pour lui une nouvelle manière de faire de la magie. C'était dingue, des images, essayez de vous remettre à sa place, des images qui bougeaient sur un écran. Il n'y avait pas d'artifice, c'était vraiment capté. Je pense que c'est très dur de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on pourra revivre ça, de se dire oui, c'est la première fois qu'on voyait ça. Donc il a essayé en demandant au Père Lumière, est-ce que je peux vous racheter votre invention? Bon, c'est un peu connu, mais les Frères Lumière, pour eux, c'était plus quelque chose de scientifique, le cinématographe à l'origine. Ils disent non, nous on ne le vend pas, on ne veut pas que ça devienne un truc de foire. Finalement, Méliès, lui, il ne s'est pas laissé démonter, et avec un collègue à lui, anglais, qui s'appelle Robert William Paul, ils ont recréé en fait le cinématographe qu'ils ont appelé eux le kinotoscope, et ils ont commencé donc à faire des films. Et forcément, avec tout son bagage de magicien, Méliès, il a voulu en remettre dans ses films. Et c'est pour ça que très rapidement, en fait, son premier film qu'il a fait, on va dire, connaître, c'était L'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin. Vous avez pu voir dans le documentaire justement qu'il y a vraiment une coïncidence avec la magie, que ça reprend ce fameux truc de substitution. On coupe l'image pour pouvoir changer ce qui allait apparaître. Alors, petit intox, malheureusement, on doit beaucoup de choses à Méliès, mais on ne doit pas l'invention du truc, puisqu'en fait ça a été inventé une année avant par Thomas Edison, qui en fait lui avait, on va dire c'est le créateur du cinéma, mais aux États-Unis, sauf que lui il projetait pas, c'était dans des boîtes qu'on pouvait voir les films. Et en fait il avait déjà créé ce truc par substitution pour un film très court qui s'appelait La décapitation de Mary Stuart, où en fait on voit la décapitation de Mary Stuart, donc prétendue reine d'Angleterre, et en fait ils n'allaient pas vraiment couper la tête de quelqu'un, donc à la place ils ont coupé l'image et ils ont mis un ballon qui tombe au moment où la lame tombe. Donc oui, Méliès, avec cette fameuse histoire du corbillard bus qui passe place de la Madeleine, on dit que c'est lui qui a inventé le premier effet spécial. C'est pas exactement ça, mais c'est quand même lui qui l'a le plus utilisé, qui lui a vraiment en fait donné ses lettres de noblesse. Et justement, en fait, ce que je trouve vachement intéressant avec Escamotage d'une dame,
c'est que c'est empreint du monde de la magie. Déjà, l'escamotage, c'est un terme de magie. Vous voyez, ça se passe dans un décor de théâtre, qui était le théâtre Robert Houdin, et en fait, c'est justement là où toute la beauté de l'art de Méliès, qui a créé un spectacle, qui a créé une histoire, est née. C'est justement, en fait, en donnant un cadre, on permet l'illusion, en modifiant un film avec le montage qui est au final un truc de magie, on arrive justement à créer une altération de la réalité, et tout ça, ça peut faire penser à de la magie moderne. Parce que, oui, je suis désolée, il y a peut-être des gens, c'est peut-être pas forcément la Moyen-Âge, mais pour moi, la magie, c'était Harry Potter, et j'attends toujours ma lettre de Poudlard. Mais non, la magie, ça n'existe pas. C'est juste un ensemble de trucs et d'astuces, comme au cinéma, au final. Et c'est là où je trouve que toute l'essence de Méliès vraiment est née, c'est qu'il a pris sa passion pour la mettre sur grand écran. Et c'est grâce à lui que maintenant, on a créé le cinéma qu'on connaît. Il y a aussi un autre truc de magie qu'il a réutilisé dans ses films, c'est ce qu'on appelle la surimpression. Donc comment c'était filmé, c'est qu'il filmait une première fois un de ses personnages, donc lui-même, la plupart du temps, et en fait il rembobinait la pellicule pour pouvoir refilmer par-dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit à la magie, avec un truc de magie qui était ce qu'on appelait le fantôme de poivre, qui était en fait un jeu de lumière et de miroir. Un petit peu au final, comme au cinéma. Donc, vraiment pour le coup, Méliès, c'était le roi de la fantasmagorie, c'est lui qui apporta les monstres, les spectres dans ses spectacles. Et encore une fois, pour souligner que magie et cinéma ont toujours été très liés, les deux sont nés dans le système de la foire, de la fête foraine. Et je pense que c'est des arts qui sont toujours restés similaires les uns aux autres. Maintenant, je veux enchaîner avec le fait que Méliès, il s'est inspiré beaucoup de sa magie, mais il s'est inspiré aussi beaucoup d'autres gens. Son premier vrai film, c'était Une partie de cartes. Une partie de cartes qui est donc une reprise d'un des films des Frères Lumière, Une partie d'écarté, sauf qu'il lui rajoute un petit truc. Déjà, on voit donc Méliès, il est avec son frère et sa fille, sauf que, alors que les Frères Lumière, eux, ils filmaient des moments de vie, Méliès, lui, il y a rajouté le jeu. C'est vraiment, on le voit quand vous pouvez regarder le film sur YouTube, on le voit vraiment jouer et raconter au final une histoire. Et c'est là où lui, il arrivait à se démarquer. Donc, je pense qu'on peut plus parler dans ces cas-là d'un remake, plus que d'un plagiat, même si à l'époque, ça se faisait énormément de reprendre des choses qui ont déjà été faites pour pouvoir les rendre encore mieux et surtout avec sa propre patte. Aussi, comme pareil, je vous redis certaines choses qui sont évidemment dans le documentaire, mais Méliès s'est beaucoup inspiré de son contemporain et de la littérature. Avec Le Voyage dans la Lune, on a autant l'opéra d'Offenbach, déjà vous pouvez voir, c'est exactement le même canon qui est repris dans le film de Méliès, mais aussi De la Terre à la Lune de Jules Verne avec cette capsule, avec ce fameux obus qui a été repris pareil dans le film de Méliès, et les Sélénides de Wells qui l'a repris comme les grands méchants venus de la Lune. Après, Méliès, quand il a commencé à s'inspirer justement de son quotidien, de sa vie et de la littérature, il a fait beaucoup d'autres exemples. Il a pu présenter des films sur Cendrillon, sur Barbe Bleue, Le Voyage de Gulliver, que vous avez une version magnifique justement qui a été colorisée, que vous pouvez pareil trouver sur YouTube, mais il s'inspirait aussi de ce qui lui arrivait de son contemporain, donc avec plusieurs films sur l'affaire Dreyfus, qu'on pouvait retrouver, donc évidemment qu'on pouvait suivre dans les journaux, mais que lui, il a voulu aussi mettre à l'image avec des reconstitutions qui, pour l'époque, étaient très impressionnantes. C'était vraiment une mode de reproduire en fait des faits historiques au cinéma, et parmi toute l'industrie du cinéma, il y avait d'autres gens qui le faisaient. Vous connaissez les Frères Lumière, mais il y avait aussi Gaumont et Pathé. Pathé qui, on ne va pas se mentir, eux, ils étaient très forts pour faire des remakes. Voilà, la fameuse excursion dans la Lune qui reprend le film de Méliès par Secondo Decoman, qui n'a pas fait du tout de bien à Méliès, puisque toute son imagination, toutes ses créations ont été reprises pour moins bien les faire en plus, parce que vraiment le film, quand vous le voyez,
il n'y a pas ce petit truc de magie. On sent vraiment que c'est fait d'une manière qui est beaucoup moins animée, mais avec effectivement la couleur en plus. Et ça, à l'époque, c'était quelque chose qui pouvait aussi beaucoup toucher. Donc, pour arrêter de se faire piller ses films et ses créations, Méliès a commencé à poser son logo un petit peu partout. Donc, vous pourrez voir, si vous voyez des films de Méliès, le logo de la Star Film Paris, qui se retrouve dans quasiment chaque plan, chaque décor des films de Méliès, qui était un petit peu le copyright de l'époque. Malheureusement, ça n'a pas forcément aidé, puisque, comme vous avez pu voir dans le documentaire, beaucoup de films ont été volés après aux États-Unis et même en France par Pathé, Gaumont et tout. Et c'est assez triste parce que quand Méliès a réalisé son dernier film en 1912, donc à la conquête du pôle, c'était une commande de Pathé. Donc comme quoi, il a dû travailler pour son pilleur. Et ça, plus la guerre qui arrivait et le fait qu'il n'était plus reconnu pour ses fantasmagories, il a malheureusement disparu. Mais il n'a pas complètement disparu. Puisque Méliès, aujourd'hui, donc là voilà, on est plus de 120 ans après la sortie de son voyage dans la Lune, après son apothéose, en fait il est toujours là, Méliès, avec nous. Il est toujours là et il restera toujours avec nous grâce à des réalisateurs qui lui ont rendu hommage. Alors, comme on a eu le documentaire, la série documentaire de La Terre à la Lune de Tom Hanks, qui parle justement, donc c'est une série documentaire qui parle de comment l'homme est allé sur la Lune, et il y a ces moments absolument formidables de reconstitution de films de Méliès. Je suis extrêmement jalouse parce que j'aurais aimé avoir cette idée, mais je trouve que Tom Hanks l'a très bien fait, et c'est vraiment trait pour trait ce qu'on peut voir dans les photographies de l'époque. Mais aller dans la Lune, donner une impression par le cinéma d'aller dans la Lune, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et ça, c'est grâce à Méliès. C'est justement, Tom Hanks disait lui-même que la mission Apollo, c'était grâce à Méliès. Donc je me demande si des cinéastes comme Stanley Kubrick, avec 2001 l'Odyssée de l'espace, ils ne sont pas aussi un petit peu inspirés de lui. Déjà, est-ce que vous connaissez cette fameuse histoire par rapport à Stanley Kubrick aurait justement filmé les pas sur la Lune? Je sais que c'est rapidement évoqué dans le documentaire, mais en gros, en 1968, on a 2001 l'Odyssée de l'espace qui sort au cinéma, et l'année suivante, l'homme marche sur la Lune. Sauf que beaucoup de gens, pas forcément très futus, pensaient que c'était Stanley Kubrick qui avait filmé ces pas sur la Lune. Et ça, c'était à cause du fait qu'on savait que Stanley Kubrick était en rapport avec la NASA. Sauf que c'était pas pour filmer les premiers pas sur la Lune, évidemment, c'est parce qu'il était en train de préparer son film suivant, Barry Lyndon, qui est sorti en 1975. Et pour filmer Barry Lyndon, il voulait le faire, en fait, toutes les scènes d'intérieur, les filmer à la bougie. Mais bon, pour la faire très courte, une caméra, elle a besoin de lumière pour pouvoir justement capter les images et les mettre sur pellicule. Et filmer à la bougie, il n'y a pas énormément de lumière. Donc en fait, Kubrick a juste demandé à la NASA de lui donner en fait des objectifs qui permettaient justement cette prouesse technologique. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont fait l'amalgame en se disant s'il parle avec la NASA, c'est qu'il y a peut-être une raison. Non, c'est juste pour faire un film qui est techniquement absolument formidable. Et c'est la petite anecdote du jour où je serai moins bête. Et justement, en fait, parmi tous ces réalisateurs, on a Kubrick, on a Tom Hanks qui sont beaucoup inspirés de lui. Mais il y en a deux sur lesquels j'ai vraiment envie de revenir parce que ils aiment Méliès et nous l'ont prouvé par plein d'égards. Le premier dont je veux vous parler, c'est évidemment Martin Scorsese, qui en 2011 a sorti le film Hugo Cabret, qui est basé sur le roman de Brian Selznick. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, ça raconte l'histoire de Hugo Cabret, qui est un orphelin qui vit dans la gare Montparnasse et qui tous les jours voit ce vieil homme qui travaille, qui a une boutique de bonbons et de jouets à gare Montparnasse et qui a l'air d'être très doué de ses mains et qui peut fabriquer beaucoup de choses, mais qui a l'air toujours très triste. Et un jour, il rencontre la petite fille de cet homme et ensemble, ils vont essayer en fait de retourner dans son passé et c'est là qu'ils vont découvrir, spoiler alert, que c'était Georges Méliès et ils vont essayer en fait de lui faire retrouver toute la passion et tout l'amour qu'il avait pour le cinéma. C'est un film que je trouve vraiment très bien sous plein d'égards, déjà parce que c'est un très joli film, c'est une très belle lettre d'amour au cinéma de Méliès
Et ça, on le doit au fait que Martin Scorsese, un peu comme moi, il l'a découvert très jeune. En fait, en 1956, lors de l'avant-première du Tour du Monde en 80 jours de Michael Anderson, Martin Scorsese était alors âgé de 14 ans. Et donc il va avec ses parents voir l'avant-première du film. Et avant que le film commence, le maître de cérémonie commence à leur dire voilà, vous allez voir l'adaptation d'un roman de Jules Verne, mais il y a un autre réalisateur qui a déjà fait une adaptation et dont j'aimerais vous parler, il s'appelle Georges Méliès. Et donc avant de voir ce film de Michael Anderson, ils ont eu le droit à une projection du Voyage dans la Lune. Et c'est fou de se dire, parce que Martin Scorsese le dit dans beaucoup d'interviews, beaucoup d'écrits, c'est qu'on était en 1956 et même à cette époque, on avait encore des étoiles dans les yeux en voyant le Voyage dans la Lune. C'est que c'est un cinéma qui a traversé le temps et l'espace et qui a toujours passionné les publics. Et même encore à ce moment-là, lui, ça l'a touché. Et c'est pour ça qu'en 2011, il a décidé de faire l'adaptation du roman de Selznick avec Hugo Cabret. Vous pouvez même le voir, il fait une petite apparition, un petit caméo en tant que photographe pendant le film. Le film donc, que je trouve personnellement très fort, déjà parce que Méliès est magnifiquement interprété par Ben Kingsley, qui lui ressemble énormément. Et même si l'histoire est fabulée sous plein d'aspects, parce que Hugo Cabret n'a pas réellement existé, il y a beaucoup de choses qui étaient vraies et qui ont été montrées dans le film. Que ce soit ces studios de Montreuil, que vous avez pu découvrir, dont vous avez pu entendre parler avec la cinébalade de Juliette, peut-être avant. Et en fait, ils ont recréé entièrement ces studios, les décors de ce film qui est donc Le Royaume des Fées de 1903 de Méliès, dans les studios de Shepperton en Angleterre. Et il leur a fallu 1 an entier pour refaire cette scène. C'est vraiment... Scorsese voulait tellement coller à ce qu'avait fait Méliès, vraiment lui rendre hommage au plus près possible, qu'il a tout investi pour que ce soit la plus belle lettre d'amour possible. Et je trouve que le film où on voit justement Méliès durant cette présentation de son œuvre, qui donc a réellement eu lieu, elle est très émouvante parce que c'est comme un peu boucler une boucle de ce petit Martin à 14 ans qui découvrait le Voyage dans la Lune, puisse enfin lui rendre hommage en le mettant face au monde. Et ce film a permis aujourd'hui de refaire découvrir le travail de Méliès à énormément de spectateurs. Et dans un autre style, j'aimerais vous parler d'un deuxième réalisateur qui, pareil, en fait, a rendu hommage à Méliès, mais d'une certaine manière, plus dans qui il est. Cette personne, c'est James Cameron, puisque, en soi, est-ce que Avatar ne serait pas le voyage dans la Lune moderne? Déjà, si on prend un petit peu les deux personnalités, Méliès et Cameron, ils se ressemblent beaucoup. Cameron, quand il a commencé sa carrière, il était aux effets spéciaux. C'est lui qui a travaillé sur le film New York 97 de Carpenter, et c'est lui qui faisait en fait vous savez, ces décors peints pour justement créer une impression de grandeur de la ville. C'était lui qui travaillait justement là-dessus. Un peu comme Méliès qui peignait lui-même ses propres décors. L'histoire, on va pas se mentir, est un peu semblable. On a des humains qui vont sur une planète, qui essaient de la coloniser, et ça se passe pas très bien. Bon, je fais ça avec des très gros guillemets, c'est un peu l'histoire aussi de tous les films de science-fiction comme ça, mais je pense qu'il y a une veine qui ressemble quand même beaucoup entre ces deux réalisateurs. Aussi, ce sont des réalisateurs qui font autant de science-fiction que de reconstitution de faits historiques. L'affaire Dreyfus avec Méliès, Titanic avec Cameron. Ils veulent rendre à l'image une histoire de leur temps qui leur importe et qu'ils ont envie de transmettre. Je pense que la transmission chez ces deux réalisateurs a toujours primé et ils ont toujours voulu faire ça aussi de manière grandiose. Méliès avec ses trucs et astuces et Cameron avec sa performance capture et la 3D de Avatar. Si on essaie de se remettre dans le contexte de l'époque, les deux étaient des précurseurs au final de leur création, de leur art. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir les mettre en perspective. Et pour l'occasion, je vous conseille cette vidéo de la chaîne YouTube Versus, qui justement parle du travail des deux réalisateurs et comme quoi ils se ressemblent beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire, et qui est une excellente vidéo. En fait, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, en tout cas moi, du fait que Méliès a influencé vraiment
le cinéma moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et si je pourrais juste conclure sur une chose par rapport à Méliès, c'est que les choses sont sûrement bien faites, puisque dans quelques jours va être lancé un programme qui s'appelle le Lunar Codex, qui est en fait un vaisseau qui va aller sur la Lune et qui va justement envoyer une capsule temporelle contenant 300 000 œuvres musicales, écrites, filmiques. Et il semblerait que le voyage dans la Lune va faire justement le voyage. Donc est-ce que ce ne serait pas comme ça qu'on rendrait le mieux hommage à ce grand cinémagicien qu'était Méliès, en l'envoyant lui-même dans la Lune? Merci beaucoup de votre attention.